pressions occidentales vont de pair. Dès que les États-Unis vont relâcher cette pression, on aura un relâchement de la pression islamique d'identification à des idées qui viennent aussi d'Arabie Saoudite largement, et on va avoir un recul de l'idéologie et de la posture islamique dans la société, parce qu'elle est directement pour moi le résultat d'un sentiment de résistance face à l'occupation occidentale. Alors, on est dans une guerre de libération moderne. Il y a encore deux personnes qu'on n'a pas entendues. Mona Abelwahad, bonjour. Juste bonjour. Alors vous êtes égyptienne également. Vous êtes d'accord avec ce que dit Mireille Zaki? Je suis absolument d'accord avec Mireille Zaki. J'ai l'image de ce qui se passe actuellement dans les rues d'Égypte. J'ai dans ma famille des jeunes qui participent activement au mouvement. Et je peux vous assurer, si ça peut rassurer l'Ouest, les frères musulmans n'ont pas une grande représentation. Ce mouvement, il a commencé par les jeunes, il a commencé par la classe moyenne, il a commencé par les intellectuels d'Égypte. Il y avait des personnes très riches qui ont participé au premier jour de la Révolution. Les frères musulmans participent au mouvement parce qu'ils font partie de la société égyptienne. Et tous les Égyptiens appellent à une représentation pluraliste. Ils veulent un gouvernement qui représente tout le monde, y compris les frères musulmans, qui font partie de notre société. Nous devons reconnaître que les frères musulmans est le plus ancien mouvement de résistance en Égypte. Les bases et les principes de son fondateur, M. El-Banna, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne sont plus les idées qui sont propagées par les frères musulmans que nous connaissons actuellement en Égypte et dans le monde arabe. Donc, il faut pas en faire un monstre. La carte du monstre islamique réactionniste, c'est la carte qui a été toujours posée par les Américains pour faire peur, pour intervenir en Irak, pour intervenir en Afghanistan, pour accaparer le pétrole et le gaz du monde, appelant les choses par leur nom. C'est quoi le poids électoral aujourd'hui Et si M. Moubarak est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il a encore le soutien des Américains, il a encore le soutien de l'Ouest. Et si ça peut rassurer les gens, ils voient. Je suis d'ailleurs très fière et je salue toutes les jeunes filles qui ont eu le courage d'aller démontrer dans les rues du Caire. J'ai des images absolument formidables excusez-moi, c'est l'émotion qui vient. Si ça peut prouver quelque chose, ça prouve que la femme égyptienne n'est pas réprimée. La femme égyptienne a sa place dans la société. La femme égyptienne est respectée. C'est pas parce qu'elle porte son voile qu'elle est régressiste ou quoi que ce soit. Je suis musulmane, je porte pas le voile. J'ai grandi dans un Égypte pluraliste où tout le monde était égal et pareil. Et je rêve que cette Égypte revienne un jour. Je rêve qu'on trouve un gouvernement de coalition où tout le monde sera assis autour d'une table comme celle-ci pour décider de l'avenir de ce pays. Donc, il ne faut pas que vous craigniez le peuple égyptien. Donnez votre confiance au peuple égyptien et j'appelle tout l'Ouest d'arrêter cette hypocrisie, d'arrêter de soutenir Moubarak et mettons fin à ça parce que plus le temps passe, plus on perd des gens et plus les gens souffrent. Et puis un seul espoir, ce sera ma dernière chance peut-être de parler non, vous en avez d'autres. Parce que j'espère simplement que les jeunes Égyptiens, quand ils se réveilleront, parce que la fin de Moubarak, elle est programmée, M. Moubarak lui-même, il sait qu'il doit partir, il est simplement à la recherche d'une sortie élégante. C'est pas l'homme qui va sortir par la petite porte, c'est l'ancien général de l'armée de l'air en Égypte, il se prend pour un empereur, il va pas accepter de sortir de la porte. Et les Américains essayent de lui trouver une sortie élégante, honorable. Et c'est tout, et honorable. Donc sa fin, elle est déjà là. Maintenant, le peuple égyptien, les jeunes égyptiens doivent penser vers l'avenir. Il ne faut pas oublier que le monde traverse une crise financière sans précédent. Et tous ces rêves peuvent faire face à une réalité qui est très, très dure à accepter. Alors, Monsieur Djalili, c'est vrai qu'en préparant cette émission, on a senti beaucoup d'optimisme parmi la population arabe, comme une espèce de front uni face au régime. Mais est-ce qu'on ne fait pas un peu d'angélisme quand même ? Bon, c'est normal que dans une période de ce type, on rêve aussi un peu. Surtout qu'on n'a pas rêvé pendant des décennies, on peut un peu rêver. Un peu trop peut-être. Peut-être parfois. Mais évidemment, le phénomène islamiste existe en Égypte, et depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs le premier pays où il y a eu un mouvement islamiste, qui a d'ailleurs inspiré Khomeini. Et les premiers islamistes iraniens ont été formés avec les frères musulmans en Égypte et ils sont venus en Iran. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas surestimer ni sous-estimer les islamistes. Si
Inch'Allah, il y a une démocratie en Égypte, les islamistes, frères musulmans ou autres, auront voix au chapitre. Et ils seront Vous ne croyez pas élus, que ce qui se passe, ce qui s'est passé en Iran, dans votre pays? Peut-être l'Égypte a une chance que l'Iran n'avait pas. Parce qu'au moment où la révolution islamique s'est produite en Iran, personne ne savait ce que c'est qu'une république islamique. Aujourd'hui, les Égyptiens peuvent observer ce qui se passe en Iran, qui est quand même un des régimes les plus répressifs qui existent. En 30 jours, depuis le 1er janvier, il y a eu 88 personnes qui ont été pendues en Iran. Les organisations humanitaires et des droits de l'homme le savent. Donc, ce n'est pas un modèle qui inspire la société égyptienne pour aller dans cette direction-là. Donc, la révolution islamique n'est pas tellement exportable, ou la République islamique plutôt n'est pas tellement exportable, même pas en Afghanistan. Tariq Ramadan. Oui, moi, juste une chose, parce que implicitement dans votre question, ça reste quand même l'idée d'un épouvantail, et on aurait une espèce de bloc monolithique où seraient tous les islamistes. Il ne faut pas du tout aborder la question de cette façon-là, ni en Afrique du Nord, ni au Moyen-Orient. Parce que si vous écoutez les acteurs de ces mouvements-là, vous avez des positions qui sont tout à fait intéressantes et qui ont évolué sur la question de la démocratie, sur la question du modèle. Je pense qu'il faut faire très très attention. Cette diabolisation a fait le jeu pendant longtemps de ce dont on parlait, la perception binaire. On ne pourra, et il ne faut considérer les choses que dans la confrontation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans le monde majoritairement musulman, négliger le référent islamique. La question est de savoir comment ce référent va être intégré à la question politique. Alors, est-ce que c'est en suivant le modèle iranien? Est-ce que c'est en suivant le modèle saoudien? Est-ce que c'est autre chose qui se passe? Mais à force... Pardon? Suivant le modèle turc. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. On a une diversité de tendances. Qu'est-ce qu'on a dit avant que les Turcs arrivent au pouvoir? C'est impossible. Ils sont islamistes. Ce sont ceux qui aujourd'hui ont montré une capacité d'évolution et d'intégration de l'élément féminin à leur représentation politique qu'on n'a jamais dans le clan du Moubarak. Pour vous, c'est un modèle, la Turquie? Il n'y a pas de modèle pour moi. C'est un très très bon exemple d'une évolution et d'une discussion. Je suis assez critique d'ailleurs par certains choix économiques de la Turquie, mais je trouve intéressant sur le plan du référent les nouvelles perspectives qu'ils ouvrent. Et donc laissons cela apparaître. Il faut faire confiance à la capacité critique des peuples, plutôt que de juger avant eux de ce qui est bon ou pas, parce qu'on a l'impression que c'est quand même l'imposition occidentale qui joue toujours. Alors, j'aimerais encore entendre quelqu'un, c'est M. Wardiri. Hein, vous êtes très connu des romans, un de plus, puisque vous avez été pendant très longtemps le porte-parole de la mosquée de Genève. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces gens qui disent, mais dans le fond, on préférait presque une bonne dictature à une république islamique? Je trouve que c'est mépriser le peuple que de parler ainsi. De tout temps, on a considéré ces peuples comme des peuples mineurs, des peuples qui n'étaient pas suffisamment mûrs pour pouvoir faire leur choix. Je trouve dommage que ces discours sont tenus par des gens qui sont démocrates, des gens qui défendent la démocratie chez eux et qui en même temps entretiennent la dictature chez les autres. Donc pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que nous avons vu en Tunisie, ce que nous voyons en Égypte, c'est un peuple qui, comment dirais-je, par l'énergie du désespoir, ouvre des portes d'espoir. Il a envie de vivre autre chose et on n'a pas le droit de lui confisquer cette victoire. On n'a pas le droit de suspecter ce qu'il veut. C'est vrai que l'on peut discuter sur qui va récupérer quoi, mais je crois que on peut parler comme cela autant qu'on veut, mais aujourd'hui, tous tels que nous sommes, que ce soit nous les Arabes là-bas ou les Occidentaux ici, nous recevons une leçon magistrale de la part de peuples qu'on avait considérés comme étant complètement exclus de l'histoire, complètement anesthésiés. Donc, d'abord, respecter ce peuple qui veut autre chose. Moi, ce que j'ai entendu dans tous les slogans, c'est liberté, dignité, démocratie. Est-ce que ces peuples-là, on peut leur faire confiance que la démocratie qu'ils veulent mettre en place, c'est la même démocratie que nous voulons ici? Eh bien, je crois que oui. Je crois qu'aujourd'hui, ces peuples ont envie de vivre librement. Moi, je sais, par exemple, que j'ai vécu le colonialisme. Puis après, vous êtes d'origine algérienne. Oui, après cela, je n'ai connu que le néocolonialisme, une espèce d'indépendance déguisée où il n'y avait pas de liberté. J'ai quitté mon pays en 65 avec Boumedienne. Et lorsque le peuple
était suffisamment mûr pour dire non à ces dictatures militaires, il a choisi la démocratie. Et on lui a confisqué sa victoire. Et après, on sait quelles sont les dérives qui ont suivi de cela. Il faut arrêter, je crois qu'il faut donner la chance à ces peuples de faire leur choix. Le peuple est souverain ici. Il faut que ces peuples en Occident qui se disent souverains puissent considérer aussi que les autres peuples sont capables de l'être aussi. Manon Chic, vous voulez intervenir? Je crois que ce qui est légitime, c'est de poser aujourd'hui la question aussi bien aux frères musulmans qu'au mouvement Ennahda en Tunisie ou à tous les autres qui veulent participer à cette coalition, la question, l'engagement, leur engagement en faveur d'un respect de tous les droits humains, et donc notamment la question de l'égalité homme-femme, la question de la non-discrimination. Est-ce qu'on peut vraiment l'obtenir des frères musulmans? Bien sûr. Je veux dire, avant que le chef de Ennahda retourne en Tunisie, Amnesty International a eu un dialogue avec lui en lui donnant un agenda pour les droits humains en disant c'est ça notre agenda et nous vous demandons de vous engager en faveur de ces différents droits. Alors voilà, je pense qu'on doit avoir le même dialogue aujourd'hui avec les frères musulmans. Si les frères musulmans veulent faire partie d'une coalition démocratique, eh bien ils doivent s'engager sur un certain nombre de choses. La peine de mort en fait aussi partie. Et donc on peut les confronter sur un certain nombre d'idées. Et ensuite, effectivement, bien que la population égyptienne se prononce en faveur de ces propres autorités. Vous êtes déjà en contact avec les frères musulmans? Alors, pas directement actuellement, mais sur place maintenant, nous avons des gens qui sont au Caire et qui vont être en contact avec ces différents mouvements. Je crois que c'est très important qu'il y ait une coalition qui se construise, qui soit la plus large possible, qui ne doit absolument pas exclure un mouvement simplement parce qu'on part du principe aujourd'hui qu'on ne veut pas travailler avec ce mouvement. Sinon, on répète la politique qui a été appliquée par Moubarak. Et je rappelle que le problème, ce n'est pas Moubarak ou pas Moubarak. Actuellement, c'est un système qui est construit en Égypte. Donc il faut un changement de système. Il faut supprimer cet état d'urgence. Il faut revenir à un système démocratique. Il ne suffit pas que Moubarak prenne l'avion. Il faut vraiment aujourd'hui une nouvelle coalition, une nouvelle discussion et vraiment une base qui inclut tous les représentants des différents bords. Et les frères musulmans, clairement, en font partie et on doit les confronter. Si on a aujourd'hui des questions légitimes à leur poser, on doit les confronter à ces questions. Antonio Gers, vous avez rencontré des islamistes, notamment en Tunisie. Tout à fait, on a rencontré Rachid Ghanouchi, qui est le leader historique du mouvement Ennahda, qui est le parti islamiste de la Tunisie. Il nous a reçus à la descente de son avion de retour chez lui après 20 ans d'exil. Et c'était très intéressant puisqu'on a pu aborder avec notre petite délégation parlementaire les questions de l'égalité homme-femme, les questions des rapports entre la religion et l'État et les questions du respect des religions minoritaires. Et je dois dire que cette personne a eu un discours très clair sur ces questions-là. Évidemment qu'il ne perçoit pas les rapports hommes-femmes tels que, par exemple, moi je le perçois. Mais il s'est engagé très clairement, son mouvement a déjà signé un protocole avec les autres partis, notamment de la gauche laïque, à respecter pleinement l'égalité homme-femme qui est aujourd'hui déjà inscrite dans la constitution tunisienne. Ça, par exemple, c'est un engagement ferme de sa part. Deuxièmement, sur la séparation entre l'Église et l'État, il considère tout à fait que l'État doit avoir une posture finalement distante de la religion. Et il a cité plusieurs modèles européens. Il a passé 20 ans à Londres. Donc pour lui, il expliquait qu'évidemment, le système britannique n'est pas le même que le système français. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui-même se référait à des systèmes qui existent en Occident pour se situer quelque part là-dedans. Et enfin, sur le respect des religions minoritaires, il nous a fait gentiment la remarque qu'il respecterait évidemment les chrétiens et les juifs qui sont sur leur territoire, y compris dans leurs bâtiments religieux, et qu'il ne demanderait pas que les églises chrétiennes soient privées de leur clocher. Il faisait référence à une décision de la Suisse, des minarets. Donc on voit que même là-dessus, il prend une posture quelque part moins extrémiste que nous l'a prise l'UDC chez nous, qui, sur la question homme-femme, par exemple, l'UDC qui préconise que les femmes restent à la maison. C'est pas un peu de l'angélisme tout ça, Antonio Gers? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prudent. Mais il faut aussi laisser une place. En Suisse, comme ailleurs en Europe, on a un parti démocrate chrétien. Il a dit, nous on veut être le parti islamique, démocrate islamique. C'est-à-dire un parti qui se réfère à des valeurs religieuses, mais qui accepte le jeu démocratique. Et je crois que c'est ça le fondement de l'affaire. C'est est-ce qu'il accepte le jeu démocratique, du pluralisme, du respect des droits fondamentaux. Cela n'est